Bon, Saint-Rémy, je ne peux pas vous répondre d'une manière précise, mais ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté des Alpilles, sur les carrières à côté de Fontvieille, celle du Castellet, il y a eu des gens je dirais, de la fin du néolithique qui ont extrait des blocs de pierre pour construire des blocs qui font entre 6 et 8 tonnes. Mais ici, je pense qu'il faut compter au deuxième âge du fer, peut-être au premier âge du fer, on a commencé à extraire de la pierre, et en particulier sur le fameux site dit de la Pyramide, qui est la plus ancienne carrière locale, mais ce n'est pas la seule, parce que tout le long, en allant vers la Galine, là-bas, sur les bords de la colline, il y a ce qu'on appelle le tore blanc. Et quand on dit tore, c'est un mot qui veut dire c'est les déchets de carrière, un tas de cailloux blancs. C'est l'un des challenges des recherches qui vont être conduites maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'elles sont nées, quand est-ce qu'elles ont commencé à être extraites, et ensuite quand est-ce qu'elles se sont arrêtées. Peut-être elles ont été d'ailleurs reprises par la suite, puisqu'on sait qu'en sortant de Glanum, là sur le bord du chemin d'accès, il y a une carrière plus récente du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Si vous voulez, à cette époque-là, dès qu'un carrier, un constructeur, faisait un trou, il enlevait la terre de découvert, la terre de surface, puis ensuite il extrayait la première couche, qui est ce qu'on appelle une carrière dont les pierres ne sont pas de très très bonne qualité, c'est ce qu'on appelle la carrière de la découverte, et après on attaque les endroits les meilleurs. Et par là, on a une très grande sphère, la carrière de la Pyramide ou les carrières médiévales ensuite. C'est là qu'on a une épaisseur importante de plusieurs dizaines de mètres de calcaire molassique. La pierre de Saint-Rémy, elle a été choisie parce que c'est une pierre calcaire tendre, qui est facile à tailler, mais qui est suffisamment solide et pas très gélive, ce qui fait qu'elle a été choisie pour cela. Les carrières de Saint-Rémy étaient extrêmement célèbres dans l'Antiquité, puisqu'elles ont servi à bâtir une partie du grand théâtre de Lyon, qui était la capitale des Gaules à l'époque. En tout cas, les carriers de Saint-Rémy ont servi à l'extraction des blocs d'un certain nombre de tonnes de blocs de pierre qui sont allés jusqu'à Lyon, probablement tirés par des bateaux, des chalands et autres, qui montaient sur le Rhône. Et on le sait justement parce que sur les premiers sièges de la KVA près de la Seine, eh bien, il y a marqué pour les Glaniques. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'au Moyen-Âge, on a continué d'extraire les carrières ici, peut-être pas celle de la Pyramide, mais celle qui est à côté du mas là, qui se trouve là derrière, là, qui s'appelle le mas de la Pissarotte. À l'époque moderne, ça a continué, elles ont toujours été utilisées, et je crois savoir que des carrières de Saint-Rémy ont été utilisées pour construire des immeubles que Fernand Pouillon avait construits en Algérie. Avec Saint-Rémy, mais tout est fait avec les pierres d'ici. Je dirais, la première des choses que tout le monde peut voir en passant, c'est le mausolée qui se trouve à côté l'Arc de Triomphe, évidemment. Bon, ensuite, ici, à Glanum, probablement l'ensemble du forum, les remparts, le rempart le plus récent, les temples géminés ont été construits également avec des blocs récupérés sur les monuments les plus anciens, dont en particulier le temple toscan qui est là-bas, il a été détruit, et on les retrouve en remploi dans les fondations. Et on a construit bien sûr le barrage qui a complètement disparu là-bas, qui est derrière ce vallon, dit le vallon de la Baume ou le vallon des Peyroux. Que cette pierre est de très bonne qualité, je le répète. Et la preuve même année, c'est que 2000 ans plus tard, les monuments qui ont été construits avec ont très bien vieilli. Les antiques sont très bien conservées, elles ont pris un peu d'lichen et un peu d'usure du haut temps, mais elles sont encore debout et pour longtemps encore. Ah ben ça a été un apport économique certain, parce que dans l'Antiquité, et comme au Moyen-Âge d'ailleurs, l'aristocratie des bâtisseurs, c'était d'abord les carriers. Ensuite, il y avait les appareilleurs, puis après les tailleurs de pierre, puis les transporteurs, si vous voulez. Et les carriers faisaient partie des gens qui étaient les mieux payés de la profession. Parce que c'est facile, c'est difficile, c'est fatigant. Et je vous montrais tout à l'heure les outils, certains des outils qu'ils avaient. On a des outils qui sont très très lourds. Certains outils n'ont même pas évolué, ils sont restés exactement semblables. Voilà.
qu'est-ce que c'est que ces outils? À quoi ils servent? À tailler la pierre, tiens donc. Je vais vous présenter une série d'outils. Je vais les montrer en fonction de leur utilisation depuis la carrière, après quand on taille le bloc, ensuite quand on le met en place et quand après le bloc est fini. L'outil normal, classique, pour extraire un bloc de pierre de taille, c'est cet outil-là. On commence par faire des rainures autour du bloc que l'on veut extraire. Imaginons que nous ayons une carrière, je suis en dehors de la carrière ici, et là la carrière devant moi. Eh bien, je vais faire avec cet outil-là, qu'on appelle un pic de carrier, mais le pic de carrier, je n'en ai pas, donc j'utilise un outil médiéval qui s'appelle l'escudo, et je fais une rainure de ce côté pour l'extraire. Je fais une rainure de ce côté, à la dimension que je souhaite, pour faire une rainure parallèle, et par derrière, je vais, alors c'est ça le plus dur, je fais une rainure postérieure ici. C'est vous dire que en maniant cet outil-là, je vous assure qu'il faut des muscles et qu'il faut bien manger pour travailler. Et à la suite de quoi? Après, avec un autre outil, on fait des trous, deux cavités ici, une cavité là, dessous, et à l'intérieur de laquelle je mets des coins métalliques. Et après cela, il est possible de venir avec une masse et on tape sur les coins, une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, et au bout d'un certain temps, il se crée une diaclase et le bloc se détache. Alors ça, c'est pour l'extraction du bloc. Le marteau taillant, c'est un outil personnalisé, si vous voulez. Et chaque tailleur de pierre, il a son marteau taillant, celui qu'il aime bien, celui qui a le poids qu'il faut en fonction de ses muscles, parce qu'il y en a des grands, des petits, il y en a qui sont comme ça, il y en a des plus grands. Et alors avec ça, eh bien, vous travaillez sur le bloc, vous voyez, comme ça. Ça vous permet de le rendre. Après quoi? Si, pour des raisons techniques, vous avez besoin de faire une saignée dans un bloc, vous pouvez utiliser une scie pour le couper. On utilise des scies comme ça. Alors, les scies antiques, elles existent, on en connaît, on en a trouvé, et elles sont de ce type-là, avec les dents qui sont toujours vers l'extérieur, parce que comme ça vous permet de retirer la sciure de pierre. Ça, c'est l'équivalent de cet outil-là, mais en plus petit. En Italie, ils disent, ça s'appelle un mal e peggio, ce qui veut dire que de ce côté, il fait mal, de ce côté, il fait pire. Donc, il me reste à vous parler ensuite de deux outils majeurs que tous les maçons et tous les tailleurs de pierre et tous les sculpteurs sur la pierre utilisent. C'est l'aiguille et le ciseau. Ça s'appelle un ciseau. Enfin, un autre outil encore que je voudrais vous montrer, c'est cet outil-là. Si vous voulez faire une rainure dans une pierre, ça s'appelle une gouge. J'en viens maintenant au transport des blocs. Alors, le transport des blocs, vous avez plusieurs solutions. Là, je prendrai simplement celle, parce que je l'avais sous la main, c'est une pince pour porter les blocs. Une fois que le bloc est en place, dans l'Antiquité, je ne sais pas si ça existe, mais maintenant ça existe et les maçons, ils ont tous ce qu'on appelle, on appelle ça un chemin de fer. Ça vous permet de gratter comme ça. Vous entendez le bruit que ça fait? Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous les outils que je vous ai apportés aujourd'hui. Oui, alors moi je m'appelle Pascal Bourgier, je suis un pur Saint-Rémois, très heureux de l'être. Et j'ai fait tailleur de pierre, mes premiers pas de travail, quoi, de profession. J'ai travaillé 4 ans ici. Au départ, j'ai travaillé au Beau, quoi. Mes premiers pas de tailleur de pierre, ça a été aux carrières Saint-Ragan, au Beau, avec la famille Xavier. Et moi j'ai pris la retraite l'année dernière, donc voilà, quoi.
J'aurais travaillé 44 ans. Alors ici, on est dans les carrières de Saint-Rémy, bien sûr. C'est des carrières qui ont appartenu à une famille très connue, les Gon et les Noé, quoi. Et ensuite, ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus assez de matière, quoi. C'est devenu une champignonnière. Jusqu'au jour, un ami de mon père, qui s'appelle M. Jean Deschamps, qui était un acteur de théâtre, quoi, qui était très connu dans son métier. Mais ses deux passions, c'était son métier et la pierre. Voilà, donc c'est M. Deschamps qui a racheté le lieu et puis qui souhaitait faire un théâtre comme de partout où il est passé, quoi. Que ce soit à Sète, que ce soit au Beau, que ce soit un peu de partout, quoi. Partout où il a mis son empreinte, il y avait un futur théâtre, quoi. Et ensuite, il a eu un permis de construire, quoi, pour l'ancien mas de Noé, qui est un mas troglodyte. Et puis, bon, il avait besoin d'intérieur de pierre et que ça tombait bien que je sois là. J'ai continué avec un personnage extraordinaire, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé 4 ans ici et on a eu tellement de travail qu'on a continué à faire l'extraction de la pierre un petit peu, quoi. On a acheté de la pierre dans d'autres carrières, on travaillait et le mas, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais restauré, du coup. Alors, le mas de Noé, il est au-dessus de la carrière. C'est un mas troglodyte, quoi. Il en reste à peu près les fonds, la moitié, les fonds de mur, quoi, des choses comme ça, qui sont toutes les pièces étaient semi-troglodytes, quoi, en fait. Et voilà, et donc j'ai appris aussi à travailler la pierre de Saint-Rémy, ce qui était un honneur, quoi, parce que bon, il y a très longtemps que c'était plus exploité, quoi. On n'a pas fait de gros ouvrages, mais enfin bon, on a quand même fait quelques fontaines, quelques objets un peu précieux, quoi, dans cette pierre, quoi. La pierre était surtout exploitée, pas tellement en décoration, quoi, mais elle était surtout exploitée pour bâtir les masses, quoi. Et quelques escaliers, parce que c'est une pierre qui s'y prêtait, par sa dureté, quoi. Donc on faisait surtout des entourages de portes, de fenêtres, voilà, tout ça c'était des chaînes d'angle, quoi, bien sûr. Il faut savoir que la pierre de Saint-Rémy est une pierre beaucoup plus dure, quoi. Voilà. Et puis elle a eu cette couleur un peu chère, quoi, qui est très agréable en intérieur, quoi, avec une patine peut-être un peu moins jolie que la pierre des Beaux, quoi, qui est grisonnante un peu quand elle se patine, mais une pierre très intéressante au coup d'œil, quoi. Il faut savoir que l'extraction de la pierre, bon, ça part des Antiques, et ça va presque jusqu'à la Galine, quoi. Sur tout les fronts de taille ont été côté nord des Alpilles, quoi. Et on rencontre encore, quand on se promène, on rencontre encore des bancs de pierre, quoi, qui ont été exploités. Elle a eu cette importance, quoi, pendant très très longtemps, quoi. Les dernières carrières qui existent vraiment dans les massifs d'Alpilles, c'est la carrière à Saragan, au Beau-de-Provence. Il faut savoir qu'à Saragan, bon, c'est le dernier lieu en extraction souterraine. Bon, on fait des galeries qui font 6 à 8 mètres de large, quoi, et sur 8 à 10 mètres de haut, quoi. Bon, c'est un travail très très difficile, quoi, parce que bon, il y a évidemment les diaclases, quoi, les failles qui sont dans les rochers, qu'on est obligé de sortir, quoi, pour avoir le bon, quoi. On est obligé de passer par le mauvais pour avoir le bon, quoi. Ah oui, c'est évidemment, ça a beaucoup évolué, quoi, parce que bon, il y a encore 70 ans, où on extrayait avec des outils, des espèces de pioches qu'on appelait les escoudes, une grande scie qui s'appelait crocodile et caroline. Les métiers, il y a le carrier, quoi, en premier, quoi, hein, qu'on appelait en provençal le trassaire. Il y avait le fonceur, quoi, donc, qui attaquait la galerie, quoi. C'était le travail le plus difficile. Et celui-là était, paraît-il, payé en or, quoi. Il y en avait très peu qui savaient faire ce travail, et puis qu'il fallait avancer, quoi, évidemment, parce que les autres suivaient pour extraire en profondeur, quoi. Ensuite, une fois que la galerie était un peu avancée, quoi, il y avait les autres ouvriers qui descendaient la matière, quoi. Bon, ensuite, il fallait respecter évidemment les sections de piliers. Bon, tout ça, c'était un peu au carrier de décider, quoi, hein. C'était en fonction, les piliers faisaient 6 mètres sur 6 mètres à peu près, quoi. Maintenant, ils font 10 mètres, quoi. Voilà, les galeries étaient plus larges qu'avant, que maintenant. Il fallait quand même des gens qui aient des bras, quoi. Des hommes qui aient des bras pour résister toute la journée. C'était surtout à lampe à huile, quoi. Donc c'était pas évident, quoi, je veux dire. Et paraît-il que les carriers buvaient beaucoup, quoi. Beaucoup d'alcool, quoi. D'après ce que j'ai entendu dire au Beau, quoi, pour tenir le coup, quoi. Le transport, c'est le carrier qui chargeait, quoi.
voilà, avec des treuils, quoi, avec des treuils à main, évidemment. C'était monté sur des charrettes qui étaient tirées par des chevaux. Ce qui avait d'intéressant à savoir, c'est que les chevaux n'étaient pas les mêmes, ceux qui montaient les blocs et ceux qui descendaient, quoi. Ils n'avaient pas les mêmes capacités, quoi. Voilà ce que j'en sais, quoi, de la manutention du bloc, quoi, à partir de l'extraction jusqu'à aller sur les chemins, quoi, voilà. Il y avait des blocs standards, quoi, comme le Caïroun, la Caïrade, la Trespanière, le Carreu. C'était tout ça des blocs standards, quoi. En moyenne, c'était 75, 60 et 50 d'euros. 50 d'assises qu'on appelle, puisque l'assise, c'est le lit de la pierre, quoi. Ben oui, il y a une nette différence, quoi. C'est que la pierre de Saint-Rémy est une pierre demi-dure, quoi. Donc ensuite, évidemment, la pierre de taille en elle-même, quoi, avait de grandes qualités, quoi, évidemment, par rapport aux Fontvieilles, par rapport au Beau, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'était une pierre ferme, quoi. Au point de vue valeur, c'était le jour et la nuit, quoi. Oui, le cabestan, c'était un puits d'extraction, quoi. Comme la manutention était très compliquée, puisque c'était sur des rouleaux, il fallait les pousser avec des barres à mine et les pousser sur des rouleaux, il y avait ce cabestan, c'était donc un treuil qui était à l'extérieur, quoi, qui était activé par des chevaux, et en tournant, ça récupérait le câble, quoi, et ça montait le bloc, quoi. Voilà. Et ça, c'est le seul endroit que je connaisse un puits autant profond, quoi, et autant large, parce que bon, c'est un puits qui doit faire quand même 3 mètres sur 3, quoi. À Saint-Rémy, ben évidemment, d'abord il y a Saint-Paul, la première œuvre, c'est les antiques, évidemment, quoi, hein. Bon, tout Glanum, évidemment, quoi. Glanum, ensuite, bon, ben, Saint-Paul de Moselle, tous les bâtiments sont faits évidemment en pierre de Saint-Rémy. D'ailleurs, je crois, et il me semble bien que les carrières appartenaient après aux sœurs, quoi, de Saint-Paul. Ensuite, ben, évidemment, il y a toutes les fontaines qu'il y a eu à Saint-Rémy, quoi. Beaucoup de dallages, quoi, qui ont été intérieurs, quoi. Ensuite, ben, des bâtiments de l'hôtel de Sade. Oui, tous les grands bâtiments anciens sont faits tous. Bon, ils prenaient la pierre là où c'était le plus proche, quoi, évidemment, hein. Oui, les arènes d'Arles, bien sûr. Oui, ben, c'est pas un petit édifice, quoi, je veux dire. Je ne sais pas si on a imaginé le cubage qu'il pouvait y avoir, mais c'est énorme, quoi. Je suis un peu fier d'avoir travaillé dans cette carrière, moi, évidemment. Je suis un des rares à avoir extrait un petit peu de matière ici, quoi. Carrière à ciel ouvert, celle qui est derrière moi par exemple, c'est tout simplement une carrière qui est faite à partir de la surface de la terre. Et donc les carrières à ciel ouvert, c'était quand même plus simple que dans les mines. Là, nous avons un grand exemple d'une magnifique carrière, mais au milieu, vous avez quelque chose qui sort, qui est là, qui reste. Et c'est un objet, c'est l'objet qui a survécu actuellement, heureusement d'ailleurs pour nous tous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un objet qui est au milieu et qui, par sa présence, explique sa fonction à cet endroit-là. C'est un pseudo-prisme vertical qui a été sauvegardé, qui a été laissé et qui a pris de plus en plus de place, de dimension en descendant, parce que au début, il a servi à accrocher les treuils de carrière qui extrayaient les blocs tout à fait en haut. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle cet objet a été conservé, parce qu'une fois qu'il a eu servi en tant que tel pour raccrocher, ben on est descendu. On n'avait plus le moyen d'aller détruire la partie haute. Et puis on l'a laissé, c'était joli, c'était bien. Et maintenant, il nous reste cet objet-là. Et on s'est aperçu, en faisant des études dans les différents sites archéologiques où il y a des carrières antiques, que c'est une technique d'origine grecque. Parce que là, c'est une vraie carrière, quoi. C'est une industrie. Là, c'est pas uniquement un petit trou qu'on vient pour construire sa petite maison. Ben, disons que ce site a servi de carrière à Glanum. D'après les vestiges que l'on a à Glanum, c'est pas antérieur
disons, milieu du second siècle avant Jésus-Christ, plutôt la fin du second siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été conservée, qu'elle est restée la propriété d'une seule personne, qui maintenant va, semble-t-il, va faire que ce site va être protégé et mis en valeur par la municipalité de Saint-Rémy. C'est tout à fait étonnant parce que c'est des choses qu'en Gaule, on n'a pas, on n'a plus. C'est un conservatoire ici d'un vestige absolument étonnant et qui mérite réellement, qui mériterait d'ailleurs d'être classé par la suite au titre des monuments historiques pour être bien conservé. C'est un patrimoine oublié, donc c'est tout à fait exceptionnel d'avoir ça. Bonjour monsieur, nous nous sommes déjà rencontrés. Avec le masque, ça sera plus simple. Jean-Louis Paillet. Mais faites ce que vous voulez. Monsieur Moron, on vient monter sur l'échafaudage. Eh bien, on va faire 2 courses et on revient. Ben, je vous On n'a pas pour longtemps. Eh bien alors, comme vous voulez. Regardez les lieux. Voilà, c'est ça. Tu as vu ça, c'est le dessus de... C'est impressionnant. Quand on est au pied, oui. Moi, je ne voyais pas c'est si bien. grande. Impressionnant. Je crains que les... Hein? C'est super. Je suis C'est marrant parce que je la voyais scotché. Hein? Je suis scotché complètement. Écoute, Oh là là. comme quoi la perspective était écrasée. Ah non, non, Il est parce jamais que- non, venu, au il est contraire, jamais je veux dire, venu. c'est très Ah, mais c'est... Bon, allez. C'est parti. Voilà. Il va prendre. Je m'appelle Moron Joseph Honoré. Ici, le 25 août 1924. Dans la ferme, parce que là, dans le temps, on n'était que dans les fermes. Mais on est arrivé ici, d'après ce que je sais, que j'ai un cousin qui a remonté les arbres aux archives d'Aix-en-Provence. On est arrivé ici en 1609. 1609. On est des plus vieilles, je pense, une des plus vieilles familles de Saint-Rémy. Vous savez, à Saint-Rémy, les plus vieilles familles, c'est Moron, Roumanie ou Cabassu. Ça sont les vieilles familles de Saint-Rémy. Au début, mon père et mon grand-père, on vivait sur un petit troupeau de moutons.
entre 100 et 120 moutons. Que là, il y a encore la bergerie là-dedans. Mais après, moi, on faisait du blé pour les poules, des pois chiches. On ne faisait pas de lentilles, mais on faisait des pois chiches, beaucoup de pois chiches. Et je me rappelle que pendant la guerre, il y a des gens qui venaient de loin pour avoir un kilo de pois chiches. Et donc votre papa, lui, il avait arraché les oliviers, c'est ça? Oui, oui. Et moi, j'ai voulu les replanter. Il faudrait que je les avais arrachés pour faire de la luzerne pour les moutons. C'était une autre époque. Et le mas de la pyramide, ça veut dire le mas de la pierre. Voilà. On appelle le mas de la pyramide, ça veut dire la ferme dans la pierre. C'est pour ça. D'abord, là, en face, c'est de la pierre, hein, vous le voyez. Hein. Voilà pourquoi on appelle le mas de la pyramide. Alors ça, d'après ce que je sais, c'était un empereur romain qui avait voulu marquer son socle. Alors il avait fait mais il n'y en a pas beaucoup, mais les empereurs romains mettaient leur socle, c'est ce qu'on m'a raconté. Je vous raconte ce qu'on m'a raconté. Ça ne veut pas dire que ça tout vrai, ça. Mais enfin, on m'a raconté ça. Mettons 50-50. Toute la vallée était pleine de pierre. Ils ont coupé des milliards de tonnes de pierre. Là. Et il y a beaucoup de choses. Les arènes d'Arles, c'est des pierres d'ici. L'Arc de Triomphe d'Orange, c'est des pierres d'ici. Le pont du Gard, il n'est pas d'ici, mais le reste, c'est d'ici. Les arènes d'Arles, je ne sais pas pourquoi, les arènes de Nîmes. Et le pont du Gard, c'est autre chose. Enfin, on parle des siècles et des siècles. Parce que vous savez, pour lever des blocs de pierre, ils y faisaient des fentes, ils y mettaient des corps à bois et ils mouillaient. Et le bois en gonflant, il fait une force terrible. Et comme il n'y a pas d'explosion, la pierre se couvre de droite comme un crayon. Voilà. On appelait scudo. J'en ai là. Je les fait voir, j'en ai là. C'est une hache à pierre. C'est des choses des carriers de l'époque. Comment on s'en servait des escoudes? Avec les mains, puis je taillais les pierres comme ça. Moi, c'est des choses, ça vient de mes parents. Pour moi, je ne le vendrai jamais. Mon père, il me demandait un Monteuil, je crois. Elle voulait l'acheter. Alors, mon père, il a bien regardé, vous savez ce qu'il a dit, mon père? Ma petite, il a dit, tu n'as pas assez de sous. Ça voulait dire, je ne te le vendrai jamais. Et moi, c'est pareil. Je l'ai donné à la ville, mais je veux que ça reste serré moi. Bien, elle me fera la maison de Lolo Moron. Voilà. Et vous n'avez pas vu que j'ai fait ma statue? Sculpté, c'est un grand sculpteur belge qui est venu faire la statue qu'il y a au milieu là. Mais l'histoire, c'est qu'un jour, il vient un gars, il me dit pourquoi on ne ferait pas un... Alors ça m'a plu, j'ai fait faire. Mais quand même, ça m'a coûté 4 000 € quand même. Parce qu'il a mis au moins 6 mois pour faire ça. Et est-ce qu'il l'a fait avec de la pierre d'ici? Ah oui. Oui. Oh, c'est un grand sculpteur. Hein. D'abord, oh, c'est pas mal fait. Hein. Au lieu de commencer par le haut, on va commencer par le bas, puisqu'on va monter. Hein. Alors ici, bien sûr, c'est le dernier état connu de la base de la pyramide. Mais en fait, la véritable base, elle est peut-être à 2 mètres, 3 mètres, peut-être 6 mètres de profondeur. On n'en sait strictement rien. Parce qu'il y a eu des remblais depuis l'Antiquité, et en plus, récemment, par le grand-père ou le père de M. Moron, qui, à ses dires, a apporté près de 2,50 m de remblais ici. Donc bon, là, je commence par le nord, mais... Il y a une chose assez curieuse, c'est que là il manque un morceau, et bien il manque un morceau maintenant, mais dès le début de la création de la pyramide jusqu'à la partie haute, eh bien cette échancrure-là, cette partie-là qui manque,
a été créé comme ça. Pourquoi? Je n'en sais rien. Cette échancrure dans la verticalité de cet objet ne peut pas avoir été faite après, disons, au 19e siècle ou au 20e. Les outils les traces d'outils qu'on a remarquées tout à fait en haut sont exactement les mêmes ici. En revanche, il y a un certain nombre de détails qui sont très intéressants. En particulier, je vous les montre. C'est ici. Là, c'est la trace d'un outil qu'on appelle le pic de Carrier dans l'Antiquité. Celui-là est une trace très ancienne parce que le pic de Carrier de type grec, et peut-être au début de l'époque romaine, il avait deux dents. Vous voyez, on a fait deux grands traits comme ça, larges. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi cela a été fait. Est-ce que c'était une marque? Est-ce que c'était la preuve que c'était tel monsieur qui avait extrait un bloc? Je n'en sais rien. Il a fait deux traits larges et on retrouve ces deux traits comme si c'était une manière de signer le travail de la personne qui avait extrait le bloc à cet endroit-là. Au dernier étage, tout à fait en haut, jusqu'ici, c'est peut-être la même famille qui s'appelait Duo ou Dox ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a deux traits parallèles. Donc c'est cela qu'on essaye d'analyser, c'est-à-dire toutes les traces d'outils, savoir si elles sont homogènes avec d'un étage par rapport à l'autre et ainsi de suite. Voilà. Ceci étant, pour attacher les treuils, pour attacher les cordages, pour attacher les palans qui devaient tirer les blocs qui étaient un peu plus loin, il fallait les attacher à ça. Mais si vous avez des angles vifs, les cordages ils vivent 3 fois et puis après ils se déchirent. Et c'est la raison pour laquelle alors au début, on pensait que les cordages avaient laissé des traces d'usure. Mais là, pas du tout. On n'a trouvé nulle part des traces de cordage, des traces d'usure de cordage. Pourquoi? C'est parce que pour éviter que les cordages ne se détruisent, ne s'usent sur un angle à 90 degrés, ils ont abattu systématiquement, voilà, vous voyez, ils ont abattu tous les angles d'un coup de masse, d'un coup de marteau ou de gros marteau, et partout. Ici, vous en avez encore en haut, et ici, vous descendez, vous en avez encore ici, vous en avez encore ici. Et je vais vous en montrer un magnifique de l'autre côté, qui est juste au pied, qui nous prouve qu'on est encore loin de la base. Il est de l'autre côté, si vous voulez, on y va. Je vous le montre. Regardez ça. Vous n'allez pas me dire que ça a été fait, que ça n'a pas été fait. C'est la nature qui a abattu cet angle. Et en plus, il est usé. Ici, pareil. Au lieu d'avoir un angle à 90, vous aviez un angle à 45, il faisait comme ça, et un autre à 45, ce qui fait que le cordage, il n'était pas plié, et il ne s'usait pas. Il est là-bas. Alors, il y a des choses telles que celle-là qu'on n'explique pas dans l'Antiquité, parce que ça, c'est moderne. C'est depuis que le sol est là, ou disons, c'est contemporain. Ça a un siècle ou deux, maximum, ça, si vous voulez. Dans l'Antiquité, si on avait fait ça, ça aurait affaibli la stabilité de l'objet, d'autant qu'on n'en trouve qu'au pied actuel du monument. Ça, c'est plutôt, moi j'opterais plutôt pour des hypothèses du 18e ou du 19e siècle, peut-être même encore plus récentes, de nos arrière-grands-parents, si vous voulez, d'avant-guerre ou d'après-guerre. Je vais vous montrer de l'autre côté des trucs qui sont encore plus parlants. Sur l'étude de la stabilité même de ce grand objet, il y a eu, semble-t-il, une conscience du danger que l'altitude qu'avait pris cette laisse de carrière pouvait poser problème. Donc, ils ont décidé de lui donner du pied une base plus importante que celle qui avait été donnée historiquement. Et on a mis un fil à plomb, vous voyez, là, vous avez une ficelle qui est suspendue, et vous allez voir combien le monument possède un centre de gravité qui est poussé vers le sud, vers le nord, pardon. Regardez la distance qui est à gauche de la ficelle. Il y a en gros 80 cm ou 75, peu importe. Et à droite, vous avez 1, 2, 3, 3,20 m, au moins 3,50 m. À l'œil comme ça. Bon, maintenant, vous remontez verticalement et vous regardez tout à fait en haut. Nous avons placé notre ficelle presque au milieu de la partie supérieure du monument. Donc, je vous explique que les encoches qu'on avait vues en bas, vous en avez maintenant à mi-hauteur. Regardez. Attention, par contre, j'envoie de la poussière. Regardez ça. Regardez ça. Ce sont des encoches qui ont été faites. C'est pas Lazare qui a fait ça. Là, on l'a cassé aussi. Mais on a fait un petit. Mais là-bas, elles ont 15 cm. Là aussi, on a cassé cet angle-là pour pouvoir y positionner des cordages qui étaient comme ça. Tous les angles sont abattus, tous les 10 cm quasiment. À chaque niveau où nous sommes actuellement, qui est en gros, disons 2,50 m chacun, eh bien, il y a 6 ou 7
entre 5 et 7 grandes encoches, et ça ne peut pas être naturel, si vous voulez. Voilà. Puis alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont décidé, ils ont fait quand même venez voir cette saignée pour l'enlever jusqu'ici. Mais en réalité, ils ne l'ont pas fait. Et ça pose un problème que je ne peux pas répondre, que je ne peux pas expliquer. Regardez comme c'est beau, d'ici. Vous avez toutes les traces d'outils. Il y a quelqu'un qui a dit, ah ben tiens, on va enlever ce bloc parce que ça pèse trop. Puis il y a quelqu'un qui a dit, mais non, fada. Donc finalement, je ne suis pas mécontent que cette chose-là n'ait pas été, que ce bloc-là n'ait pas été enlevé, parce que mine de rien, il fait quand même 2 ou 3 tonnes. Voilà. Donc nous allons arriver au dernier étage, c'est-à-dire à l'état 1, niveau 1 de la carrière, dont la partie supérieure était au niveau des racines des arbres qui étaient au-dessus. Donc ces blocs-là, en partie haute, sont fragiles. Et c'est pour ça qu'on ne les utilise pas pour construire noblement, on ne les met pas en œuvre dans l'architecture. Ce que vous avez là au premier plan, c'est ce qu'on appelle la couche de découverte, c'est-à-dire la première couche de pierre en place que l'on nettoie, qui apparaît quand on a enlevé les arbres, les herbes et dont les racines ont perturbé, ont altéré les premières couches de pierre. On la laisse en place parce qu'elle ne sert à rien et ils ont dû l'enlever dans toute la carrière, mais là ils l'ont laissé puisque de toute façon c'était un objet qui devait stabiliser, vous comprenez ? Donc là je vais vous montrer quelque chose que nous n'avons pas su expliquer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ceci. C'est ce trou que nous ne savons pas expliquer. Il n'a pas la forme d'un trou d'appareillage d'architecture, mais c'est un trou qui est trapézoïdal, comme une pyramide à l'envers, si vous voulez. Autrement dit, ce trou a été volontairement fait, cette cavité a été volontairement creusée, mais je n'en connais pas, nous n'en connaissons pas la raison d'être. Ça restera le mystère de la pyramide alors. Voilà, si vous voulez. Pour moi, c'est une opportunité et un honneur que d'avoir participé à ce travail. On a fait ce qu'on a pu. Je suis très satisfait d'abord de l'ambiance qui s'est tenue aussi bien du côté de la mairie qu'avec nous, les archéologues et moi. Mais le tout est d'une unité parfaite, d'une solidité considérable. Et ça, c'est tout à fait merveilleux. Je dirais que c'est un livre ouvert sur les techniques d'extraction de la pierre dans l'Antiquité.